C'est l'un des plus célèbres compositeurs français. On lui doit des dizaines d'opéras bouffes dont nous avons tous plusieurs airs en tête. Je pense à La Péricole, La Vie parisienne, à Belle Hélène ou encore Orphée aux Enfers. Des œuvres populaires, synonymes de gaieté, d'humour, de fantaisie. Je veux bien sûr parler de Jacques Offenbach. Offenbach qui est en ce moment à l'affiche de l'Opéra de Lyon avec une de ses œuvres les moins connues, s'appelle Le Roi Carotte, une œuvre dont la démesure et la folie ont peut-être longtemps dissuadé les metteurs en scène, jusqu'à Laurent Pelli qui a osé s'y attaquer. Laurent Pelli, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je voulais signaler que vous êtes aussi donc metteur en scène, mais aussi co-directeur du Théâtre National de Toulouse avec Agathe Mélinan. On en parlera dans un instant d'Agathe Mélinan. Vous avez mis en scène 11 opéras d'Offenbach, parmi lesquels donc La Péricole que j'ai citée tout à l'heure, Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann, La Vie parisienne, La Grande Duchesse de Schleswig-Holstein, mais jamais Le Roi Carotte. Pour quelle raison ? Parce que Le Roi Carotte n'a pas été monté depuis sa création. Parce qu'il est un peu too much, comme on dit. Un peu trop tout. Parce que c'est une forme d'ouvrage qui ne se joue plus aujourd'hui. C'est un opéra féerie. Et un opéra féerie, c'était avant tout comme un blockbuster de film hollywoodien aujourd'hui. C'est-à-dire un énorme spectacle. C'était 250 personnes sur scène, 1500 costumes, 25 décors. C'était des moyens gigantesques. Et c'était des ouvrages destinés à être joués pendant une année entière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire entendre la musique, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut plus remonter ces pièces telles qu'elles étaient écrites. Donc, on a forcément adapté... Vous avez trouvé un compromis, on peut le dire, en espérant que ce soit un bon compromis, mais ça l'est. D'abord, c'était avant tout mettre Offenbach en avant. La folie de l'histoire, toujours l'invention à la fois dramaturgique, la fantaisie musicale, et sans trahir l'œuvre, en respectant la trame, bien entendu. Ce qui change beaucoup par rapport à l'ouvrage d'origine, c'est qu'il y avait beaucoup de textes, beaucoup de scènes parlées. Ces ouvrages étaient joués dans des théâtres beaucoup plus petits que l'Opéra de Lyon, par exemple, donc, et interprétés par des chanteurs qui étaient autant acteurs que chanteurs. Aujourd'hui, on travaille plus avec des chanteurs, on met plus la musique en avant, et la dimension du plateau et de la salle ne nous permet pas de jouer des scènes de théâtre qui duraient, je ne sais pas, 10 ou 15 minutes. Mais un petit mot sur l'histoire. C'est une histoire a priori un petit peu bizarre pour un opéra. Ça se passe dans un jardin potager, ça parle de légumes. J'imagine qu'il y a une deuxième lecture à faire. Non, en fait, ça ne se passe pas dans un jardin potager, ça se passe dans un royaume de fantaisie qui s'appelle Crocodine, dont le roi était un jeune roi qui vient d'hériter du pouvoir et qui est un sauteur, comme on dit dans la pièce, c'est-à-dire qu'il pense qu'à s'amuser et à dépenser l'argent du royaume. Et par une sorte de sortilège, une sorcière décide de le détrôner en faisant sortir une carotte de la terre, et cette carotte prend le pouvoir à sa place. Et cette carotte, c'est une sorte de monstre. C'est pas du tout un personnage sympathique. C'est un tyran, en fait, qui prend le pouvoir à sa place. Et toute la pièce raconte le voyage initiatique de ce jeune inconscient, je dirais, pour récupérer le pouvoir personnellement, et aimer le peuple. Et voilà, c'est aussi c'est une œuvre de fantaisie, bien sûr, mais il y a un fond politique dans tout ça. Voilà. On en voit un extrait pour se rendre compte justement de ce que vous avez fait de ce Roi Carotte. Regardez.
Alors pour ceux qui en douteraient, effectivement, c'est bien de l'Offenbach. Il est reconnaissable tout de suite. C'est un compositeur qui a eu un énorme succès de son vivant. Le Roi Carotte a été un succès monumental, 195 représentations, pas rentable certes, mais ça a été un succès énorme. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui encore Offenbach soit aussi populaire ? C'est ce mélange de... Moi, je pense que c'est de l'opérette, enfin, c'est de l'opéra bouffe. C'est ce mélange de fantaisie, de causticité aussi, d'humour, parce que il y a toujours un fond de causticité, c'est toujours piquant. Oui, de satire. Oui, d'ailleurs, le livret de Victorien Sardou, sa volonté, c'était de critiquer le régime de l'époque, le Second Empire, quoique ça a été écrit sur une très longue période. Il y avait cette volonté critique. Il y a toujours une volonté de critique. Sur des ouvrages antérieurs comme Orphée aux Enfers, notamment, où c'était franchement une satire de Napoléon III. Là, on a gommé un peu la satire politique, parce que la pièce a été écrite juste avant la guerre de 70 et créée après la guerre de 70. Mais il y a un génie musical aussi, il y a une invention musicale, il y a un esprit parodique dans la musique, c'est bourré de citations musicales, et puis une vraie poésie, une profondeur, une richesse. Je pense que c'est pour ça que... Et puis une accessibilité aussi immédiate. C'est pour ça que ça ne se démode pas. Finalement. Oui, puis que l'humour de ça se démode pas. Alors c'est vrai qu'il faut toujours retravailler le dialogue, le livret, parce qu'il y a des choses, on n'a plus forcément les clés pour comprendre. Alors, justement, le travail d'Agathe Mélinan, ça a été, j'imagine, quelque chose de très difficile, parce qu'on part d'une œuvre qui, donc, à l'origine, faisait à peu près 6 heures. On n'est pas là pour faire les épiciers, mais ça durait à peu près 6 heures. Il y avait une deuxième version qui faisait à peu près la moitié. Il a fallu encore la réduire pour entrer dans les possibilités de production d'aujourd'hui. Le but n'était pas de réduire, le but était juste de rendre la pièce la plus dynamique possible, couper encore une fois du texte, adapté à un humour qui est plus proche de nous, qui est moins 19e siècle. Ouais. Il faut réduire sans dénaturer, c'est ça la difficulté. Et surtout donner du rythme aussi à tout ça. Alors, on voit encore ces images. Il y a une chose qui me frappe, c'est l'inventivité, la créativité visuelle. Vous avez dû vous éclater, parce que vous êtes aussi le costumier de cet opéra. Donc c'est une grande liberté que vous vous êtes donnée. En même temps, c'était une œuvre, c'était un travail difficile, parce que la démesure d'origine était complexe forcément à réduire. Et puis, c'est la première fois que je travaillais sur un ouvrage qui n'a pas d'enregistrement. Je travaille toujours avec un CD, ou un enregistrement, ou même voir des vidéos d'anciennes productions, mais surtout des disques. Et là, il n'y a pas d'enregistrement Alors justement, audio. moi, c'est une question que je voulais vous poser. On a des références. Quand on est metteur en scène, qu'on veut monter je ne sais quel opéra, ils ont quasiment tous été montés, sauf quand on s'attaque justement à des œuvres qui n'ont été montées qu'une fois ou jamais, ça existe. C'est à la fois une immense liberté face à laquelle on se retrouve, et puis peut-être une frustration, une peur aussi, parce qu'on n'a aucune référence. Une frustration, rarement. Une inquiétude, oui, parce que c'est vrai que en répétition, on se disait toujours, on a l'impression d'être devant une œuvre nouvelle. C'est-à-dire que comme on adaptait vraiment le rythme du spectacle, en disant, bon, peut-être que là, il faut rajouter un petit morceau de musique. Dans la partition d'origine, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des mélodrames, c'est-à-dire de la musique sur du texte parlé, ou des musiques d'enchaînement qui sont destinées au changement de décor, par exemple. Donc comme on n'a pas de référence, on avait l'impression de créer finalement un nouveau spectacle. Est-ce que vous avez le sentiment que justement le fait de créer quelque chose qui n'a été monté qu'une fois, donc en 1872, si ma mémoire est bonne, est-ce que tout ça, ça a davantage motivé les troupes? Est-ce qu'il y avait un pari finalement à gagner? C'est vrai que moi, chaque opéra est un pari. Ça fait presque 10 ans que j'étais très curieux de cette œuvre à cause du titre. Le Roi Carotte, c'est une chose... et puis, quand j'ai appris l'histoire de ce spectacle, je me suis dit, ça doit être incroyable. Il y a dans la production d'Offenbach, il y a 3 opéras féeries seulement. Il a écrit plus de 70 opéras. Et il y a Orphée aux Enfers, dans une version opéra féerie. Et puis, il y a Le Voyage dans la Lune aussi, qui était une chose complètement démesurée, qu'on a présenté il y a quelques années à l'Opéra de Lyon, dans une version... Alors,
pour le coup très 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 réduite, parce qu'on a fait juste 1 heure de spectacle. Mais voilà, on a l'impression à la fois d'être presque des archéologues, et en même temps il faut faire du spectacle pour aujourd'hui. Il se passe combien de temps entre le moment où vous dites tiens, si je le mettais en scène, et puis la première? En général, là pour le coup, ça fait au moins 10 ans que je me dis tiens, je suis curieux de ça, voilà. Mais là, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et est-ce que vous êtes déjà sur votre prochain spectacle? Parce que ça y est, celui-là, il est lancé. Bah oui, bien sûr. Le prochain spectacle, c'est du théâtre, c'est La Cantatrice Chauve à Toulouse. Bon, écoutez, on croise les doigts en tout cas. Belle réussite pour ce Roi Carotte, c'était un vrai pari. C'est en ce moment, donc je le rappelle, c'est à l'Opéra de Lyon et c'est jusqu'au 1er janvier. Merci beaucoup Laurent Pelly. Merci.